Je suis vraiment ravie de vous accueillir à Sorbonne Université pour le lancement du module national médecine et santé environnementale. Le lancement de ce module porte notre engagement collectif à construire l'avenir. Je pense que c'est extrêmement important compte tenu du contexte et du sujet. Construire l'avenir, c'est dès à présent et en même temps regarder un horizon commun, et on le verra à travers ce module, nous adapter aux changements et nous préparer au monde de demain. Alors, d'abord, regarder un horizon commun. C'est parfois difficile car il faut dépasser sa culture de travail, mais c'est une étape indispensable pour faire face aux problèmes globaux, notamment aux problèmes liés à notre environnement. Nous devons aujourd'hui penser la formation en médecine sous l'angle de la pluridisciplinarité, avec les sciences de l'environnement, les mathématiques, la physique, les sciences humaines. Cela suppose aussi de la concevoir avec les praticiens de santé. Je remercie chacune et chacun d'avoir dépassé ses propres cultures et d'avoir projeté un horizon commun à travers ce module santé et environnement. Ensuite, il nous faut nous adapter à ces changements. La santé est largement impactée par les changements de notre environnement, par la dégradation des écosystèmes. Les maladies environnementales, les pathologies liées au mode de vie et au vieillissement sont d'une ampleur grandissante. Et dans le même temps, la santé est impactée en France par un changement d'un autre ordre, socio et culturel. On en parlait tout à l'heure, Madame la Ministre. Notamment, mais pas seulement, par une diminution du nombre de personnels de santé. Il y a donc une adaptation conséquente à envisager au regard de ces changements, et c'est ce que ce module, notamment, va enclencher. Grâce à vos efforts conjoints, l'université est en mesure de préparer dès à présent au monde de demain. Faire évoluer nos formations, c'est permettre aux futurs médecins de disposer de connaissances et d'outils pour faire face aux nouvelles donnes de la santé. Qui mieux que les universités peuvent aujourd'hui jouer ce rôle d'interface entre la formation et la recherche, entre toutes les disciplines et entre les sciences et la santé. Miser sur les connaissances médecine-environnement, c'est préparer des médecins aux enjeux globaux de la santé. C'est préparer l'avenir en lien avec les populations, car c'est avant tout miser sur la prévention, dans une démarche où le patient est au cœur de la santé. Il nous faut remettre l'humain au cœur des préoccupations de demain. Pour construire l'avenir face à de tels changements, la question n'est pas seulement quel monde allons-nous laisser à nos enfants, mais quels enfants, futurs adultes, allons-nous laisser à ce monde? Je vous remercie. Madame la ministre, Madame la présidente de Sorbonne Université, chère Marine, chers amis, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, c'est avec très grand plaisir que j'introduis ce module pédagogique national numérique de médecine en santé environnementale. C'est aussi ma dernière action en tant que président de la conférence des doyens. Mes nouvelles fonctions à l'INSERM ne vont cependant pas m'éloigner tant que cela de cette problématique de la santé environnementale qui nous touche et que nous retrouverons aussi dans la recherche, dans la prévention et dans le mécanisme des maladies. Tout d'abord, je tiens à remercier tout particulièrement le docteur Marine Sarfati qui, avec le soutien des doyens, notamment Jean Sibilla et Gilles Rode, et d'autres acteurs universitaires, pour arriver à ce superbe résultat. Ce module d'enseignement a déjà démarré dans une faculté à Brest et va s'étendre très rapidement dans l'ensemble des facultés françaises. Marine a su nous convaincre de l'importance pour notre conférence de nous impliquer dans cet enjeu majeur qu'est la santé environnementale. Les impacts de l'environnement sur la santé, la vision Global Health, sont maintenant des enjeux majeurs de notre monde d'aujourd'hui et notre monde de demain. C'est aussi en enseignant ces nouvelles approches de la santé, l'environnement, la santé globale, l'éthique, la prévention, que l'impact sera plus fort vis-à-vis des étudiants, des futurs médecins, des futurs infirmiers, infirmières, kinésithérapeutes que nous formons. Il s'agit là pour nous d'un enjeu majeur pour notre société et ce sera bien sûr grâce à cet enseignement, mais aussi en recherche, que nous pourrons modifier nos pratiques et modifier aussi des maladies qui paraissent inéluctables. Je suis hépatologue et quand j'ai commencé les pathologies, la stéatohépatite était une maladie qui n'existait pas, le foie gras.
pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est une maladie qui n'existait pas et qui est vraiment apparue ces 20 dernières années. Et on ne peut que se poser des questions vis-à-vis de l'impact de notre alimentation, de notre environnement sur l'apparition et la modification de ces maladies. Et donc, ce module n'est pour moi que le début d'une très longue série d'actions de nos formations et de modifications de nos formations pour pouvoir les aligner et les transformer sur les enjeux sociétaux de demain. Il faut aussi que nous, doyens, responsables de faculté, responsables d'enseignement, nous soyons conscients qu'il y a un lien direct entre les enseignements et la formation que l'on donne et aussi le mode de pratique et l'évolution de la médecine et l'évolution aussi de la société que nous donnerons et laisserons à nos enfants. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous un excellent colloque pour aujourd'hui. Merci. Madame la Présidente, je ne sais pas comment il faut vous appeler, alors je vais vous dire cher Didier. Ça, je suis sûre de ne pas me tromper aujourd'hui. On n'est pas trop en face de Monsieur le Président de la Conférence des doyens, tout de même. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voulais vous dire merci de m'accueillir aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de lancement de ce module pédagogique national numérique, médecine et santé environnementale. Merci de m'accueillir, même si je me suis un petit peu invitée. Pour être très clair, lorsque Marine est venue me présenter le projet, je lui ai clairement demandé est-ce qu'il y a un moment où il y a un lancement officiel. Elle m'a dit c'est dans 15 jours. Ben, j'ai dit je serai là. Et donc, je suis là. Vous dire à quel point c'était important pour moi de m'exprimer devant vous. D'abord, pour vous féliciter de la mise en place de cette formation de qualité et féliciter également la trentaine de facultés qui ont déjà fait le choix de déployer cette formation. Ensuite, parce que le sujet de la santé environnementale est au cœur des priorités de ma feuille de route. La formation étant un des leviers majeurs, il était évident pour moi de venir mettre en avant les initiatives allant de son sens. Je ne vais pas être trop longue, mais je tenais à profiter de cette occasion pour revenir sur 2 points. Le premier, celui du déploiement du plan national santé-environnement 4 et de l'inscription de cette formation au sein de ses objectifs. Le second, celui de l'ambition portée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, qui vous demande de l'excuser de ne pas être parmi nous et qui concerne la généralisation de la formation à la transition écologique des étudiants. Le sujet de la santé environnementale est complexe, interministériel et profondément multipartenarial. Il est donc fondamental qu'ensemble, nous fassions l'effort de veiller à bien articuler les différentes actions et dispositifs de manière à en augmenter les impacts. L'environnement constitue un déterminant de santé majeur et compte parmi les principales préoccupations des Français. 76% d'entre eux considèrent ainsi que la protection de leur santé et la protection de l'environnement sont liées. Je crois que nous savons tous ici à quel point les modifications de notre environnement liées au changement climatique sont une réalité. La science ne cesse de le démontrer et désormais, nous le vivons au quotidien. L'épidémie de la Covid-19, pollution de l'air, baisse de la qualité de l'eau sont autant d'effets que nous nous devons d'anticiper tant ils impactent notre santé. Si nous souhaitons anticiper au mieux les futures crises sanitaires, nous ne pourrons faire l'impasse de mieux former nos futurs professionnels de santé à ces enjeux de santé environnementale. Lancé en 2021, le plan national santé-environnement 4 vient concrétiser notre ambition de lier ensemble l'environnement et la santé dans un objectif One Health. Pour y arriver, la formation ou encore la sensibilisation est plus que nécessaire. C'est pour cela que le premier objectif du plan vise à garantir l'information de chacun, notamment en utilisant des technologies numériques innovantes et en s'appuyant sur les dispositifs et structures de formation existants. 1 an après, ce sont déjà 603 formations réalisées en santé et environnement dans le cadre du développement professionnel continu des professionnels de santé et 5 projets déposés dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, proposant notamment la création de 2 écoles universitaires de recherche et de l'Institut des hautes études, une seule santé. Les avancées sont concrètes, mais le chemin est encore long. Cette année sera notamment consacrée à la mise en place d'un cahier des charges pour un référentiel socle de formation des futurs professionnels de santé. Votre formation, à plus d'un titre, pourra servir d'inspiration à ce sujet. Annoncée à l'automne dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une formation à la transition écologique généralisée à tous les étudiants de premier cycle devra être proposée au plus tard
en 2025, Madame la Présidente. Tout diplômé de premier cycle aura donc été certifié en termes de transition écologique, ce qui concerne plus d'1 million d'étudiants. Actuellement, des groupes de travail réunissant l'ensemble des parties prenantes de l'enseignement supérieur et de la recherche sous l'égide du ministère se réunissent pour construire une plateforme de ressources pédagogiques. C'est sur cette plateforme que les établissements pourront s'appuyer pour construire ces nouveaux enseignements. Votre module de formation pourra s'intégrer parfaitement dans cette future plateforme. Votre formation semble remplir entièrement les exigences d'une sensibilisation à la santé environnementale dès le premier cycle. S'il est un chantier que je voudrais entamer rapidement, en lien avec vous et ma collègue Sylvie Retailleau, c'est bien celui de l'intégration de la santé et de l'environnement dans les enseignements du second cycle des études de santé. Enfin, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, et moi-même avons décidé de relancer le groupe santé-environnement d'ici la fin de ce premier trimestre 2023. Autour d'une feuille de route renouvelée, ce GSE sera au rendez-vous de notre ambition et notamment de celle que nous souhaitons nous fixer en matière de formation. Cette instance pourra être, d'une part, le cadre d'une réflexion approfondie sur ce sujet et, d'autre part, un vecteur de diffusion de l'information et de la formation en santé environnementale. Une nouvelle fois, je vous félicite pour cet immense travail. Je crois qu'on peut féliciter d'abord Marine, et je souhaite beaucoup de succès à votre module de formation et aux étudiants qui auront la chance de le découvrir. Madame la Présidente, je ne peux être que d'accord avec vous. Partageons cet horizon commun et que mettre l'humain au cœur de nos préoccupations est un enjeu majeur. Je vous remercie et bon après-midi. Madame la ministre, Madame la présidente de Sorbonne Université, Monsieur le président de la conférence des doyens, Monsieur et Madame les doyennes, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour vous présenter le module pédagogique de médecine et santé environnementale que nous avons créé. Et donc, en préparant cette cérémonie, je me suis un peu posée sur la jeunesse du projet et comment il était né et sur ses racines. Et pour cela, il faut revenir 4 ans en arrière, presque jour pour jour, c'est un peu curieux. 4 février 2019, j'arrive à New York pour faire un stage en master de recherche en biologie osseuse, puisque je suis rhumatologue, et je fais de l'expérimentation animale sur souris. Pour moi, qui suis une Parisienne citadine qui n'a jamais eu d'animal de compagnie, c'est mon premier contact, en fait, avec le monde animal, un contact un peu brutal, je vous l'accorde. Et c'est le moment pour moi d'avoir une réflexion sur notre rapport aux animaux et notre rapport au monde de manière plus large. C'est là que je deviens consciente des problèmes environnementaux actuels et que je me demande au final, étant donné qu'il y a des liens avec la santé humaine, comment ça se fait que ça ne m'était pas enseigné avant. Je rejoins 1 an après, donc en février 2020, un think tank qui s'appelle The Shift Project, qui œuvre pour la transition énergétique, et je m'attelle à regarder qu'est-ce qui existe en termes de formation aux enjeux environnementaux aux étudiants en santé en France. Donc, je fais un état de lieux qui est double, un état des lieux quantitatif, avec un recensement national des établissements de santé pour savoir est-ce qu'il y a des cours sur les questions environnementales au sens large qui sont abordés. Et puis, je demande aussi aux étudiants ce qu'ils en pensent. Donc ça, c'est la partie quantitative. Donc, pour le recensement, j'avais recensé près de 200 établissements. Vous le voyez, pas que des établissements de médecine, puisque ça concerne aussi les autres formations du soin. Et il y avait 31%, donc près de la moitié, enfin 70%, qui ne proposaient pas d'enseignement sur ces enjeux-là. Quand on a interrogé les étudiants en santé en France, on a pu avoir 3300 réponses, dont la moitié d'étudiants en médecine. Et donc, quand on leur demande « Que pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que les enjeux environnementaux doivent être enseignés au cours de vos études ?» Ils répondent oui à 84%. Et par contre, quand on leur demande « Est-ce qu'ils ont eu des enseignements au cours de leur cursus ?» il y a seulement 21% des étudiants qui répondent oui. Donc, nous avions une forte demande de la part des étudiants à être formés à ces enjeux-là, qui contrastait avec une faible offre de la part des universités et des instituts. J'ai essayé de comprendre pourquoi, et pour cela, j'ai mené une enquête qualitative en interviewant des professionnels chargés de la formation des étudiants en médecine et en santé publique. C'est là que je me suis rapprochée de la conférence des doyens, et à l'époque, le président de la conférence des doyens, Jean Sibilia, pour savoir un peu ce qu'il en pensait. Je me suis rapprochée des écoles de santé publique, donc le HESP, l'ISPED, et j'ai établi des interviews des personnes du ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur, dont une personne qui est présente aujourd'hui, M. Sébastien Lesterle.
Et donc, en fait, les réponses étaient, à mon étonnement, assez unanimes. Il y avait une volonté de créer un enseignement sur les enjeux environnementaux. Seulement, il y avait plusieurs limites. Le fait que les cursus étaient déjà variés et hétérogènes, que les formations étaient déjà chargées pour les étudiants en médecine et en santé, et le fait que la santé environnementale est un domaine vaste et spécialisé. De là, en fait, je deviens chef de clinique à Lyon et avec mon chef de service, on crée une unité d'enseignement optionnelle à Lyon-Est avec le soutien du professeur Gilles Rode, le doyen de Lyon-Est. Donc, pour vous la présenter brièvement, c'est la 2e année consécutive qu'on l'a lancée. C'est une UE libre de 45 heures de cours qui traite des enjeux donc santé, énergie, climat, ouverte aux étudiants de la 2e à la 5e année de médecine et qui est donc multidisciplinaire avec des professeurs de différentes filières. Et donc, avec le professeur Sibylia, on se dit, bon, on ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'on essaye de créer une formation nationale. Et donc, c'est comme ça que je suis repassée en conférence, je suis passée en conférence des doyens le 4 février dernier pour présenter ce projet. Et je vais laisser la parole au professeur Sibylia. Merci Marine. Commencer par remercier, je pense que c'est le bonheur de partager ce moment avec toi et avec tous ceux qui sont dans la salle, Madame la ministre, Madame la présidente, mon cher Didier, merci pour votre présence parce que vous donnez du crédit à cette démarche et partager ce moment, on peut le dire, Pierre Souvet l'a dit, un moment un peu historique. Donc, mon premier point, c'était remercier tous les gens qui ont contribué. Et je voulais vraiment le faire aussi symboliquement, Marine, c'est associer entre guillemets, je les appelle les pères fondateurs parce que l'idée est née d'une petite graine plantée, c'est le cas de dire, hein, quand on parle d'environnement, une petite graine plantée il y a 4-5 ans par Pierre, Gilles Pipien, mais aussi, il faut lui rendre hommage, Elisabeth Toutu-Picard, je pense, qui est connectée. Hein. Donc des élus motivés, des élus locaux, François Chetzel, Elisabeth, qui ont beaucoup contribué à lancer le projet et à y croire. Ce qui me mène à mon deuxième commentaire, et je t'y associe encore, Marine, c'est cette rencontre avec toi a été fondatrice, hein, à plusieurs titres, parce que tu as, et nous avons partagé 3 qualités, et c'est les qualités fondamentales pour mener des projets, et c'est peut-être une nouvelle façon de mener les projets. Et ces 3 façons, finalement, c'est 1, d'avoir des convictions fortes et de les porter, je pense que c'est important. 2, ça ne vous a pas échappé déjà dans votre longue ou jeune carrière, une persévérance absolue, ça je pense que c'est fondamental. Et la 3e chose qui manque parfois, et je vais le dire avec des mots gentils, qui manque parfois à notre administration, c'est l'efficacité. Enfin, en tout cas, l'efficacité dans un temps raisonnable. Mais ces 3 qualités, conviction, persévérance et efficacité, tu les as parfaitement portées et je pense que ça a été le gage de la réussite que l'on fait ensemble aujourd'hui. Mon dernier point, c'est de dire, et c'est important parce qu'il ne faut jamais crier victoire, parce que finalement, ça n'est que le début, en fait. Hein. Et c'est peut-être ça qu'il faut partager avec toujours cette petite fibre d'optimisme qu'on doit malgré tout garder dans une situation qui a peut-être jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui. Pas vous renvoyer au rapport du GIEC, hein, mais ou à toutes les choses qui sont évoquées, vraies ou fausses d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut trier, mais enfin, ça n'est que le début. Et je pense que ça n'est que le début de la prise de conscience des défis qui nous attendent et de la compréhension des problèmes qui nous attendent. Je pense qu'on a mis ça sous le tapis pendant longtemps. Je rappelle que les premiers éléments, Pierre, tu es là pour témoigner, 1972, hein, 70-72, hein, les premiers signaux dans le radar. 72, vous imaginez? Et puis, c'est vrai qu'on a préféré ne pas y croire. Hein. On a attendu le premier choc pétrolier en 74, on a attendu tout ce que vous connaissez pour finalement aujourd'hui être confronté à une dure réalité et qui nous dépasse et qui peut-être nous submerge un peu. Mais il faut garder absolument l'espoir parce que ce n'est que le début d'une action, d'un combat. Ce matin, à la conférence des doyens, on l'a évoqué, hein, c'est vraiment un plan d'action très important, tout azimut, et je conclurai là-dessus, vous verrez. Et le deuxième point, je pense, important aussi, on l'a évoqué entre nous précédemment, c'est une nouvelle façon aussi de contribuer et de construire les projets. Moi, je suis très fier de ça, très fier que le projet t'ait été confié, Marine, parce qu'habituellement, tous les vieux de la salle le savent, c'est les vieux qui font, et puis on embarque les jeunes, et puis ça marche ou ça ne marche pas, et ça marche de moins en moins. C'est ce qu'on s'est dit avec notre ministre, ça marche de moins en moins. Aujourd'hui, il faut avoir conscience que
la société, le monde a évolué et confier une mission si importante à quelqu'un d'aussi engagé, c'était simple, la confiance était facile, mais le faire émerger de la jeune génération et faire porter le message par une jeune génération qu'on accompagne avec la même conviction. Il n'y a pas de gradation de la conviction. Je pense qu'on partage exactement, on est non seulement rhumatologues tous les deux, je voulais quand même le préciser, mais on partage la même conviction, et une conviction qui est très forte. Donc, c'est une nouvelle méthode. Je pense que c'est très important. Pour conclure, c'est quelques éléments que vous connaissez tous, mais je pense que cette conclusion est de se dire qu'il y a un véritable espoir, mais cet espoir, il ne peut reposer que sur ce partage de communauté d'engagement, en fait. Je pense que c'est fondamental. Et elle doit être, cette communauté d'engagement, extrêmement large. Il faut casser les codes et les silos. On ne peut pas aujourd'hui être d'un côté les élus, les décideurs, de l'autre côté les gens de la société, de l'autre côté les experts. Ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, il y a ce fameux adage auquel on croit et que Didier a repris aussi. Il faut penser global, il faut penser santé globale, bien-être et santé globale, mais pas que de l'homme. Vous savez que l'homme, ça fait 3 millénaires, 4 millénaires ou 5 millénaires qui s'obsède à s'intéresser à sa santé personnelle. C'est la médecine, qu'elle soit ayurvédique, indienne et orientale ou occidentale. Mais maintenant, on n'a que quelques dizaines d'années pour s'intéresser à la santé de notre monde, de notre planète. Et donc, c'est important de penser global et d'agir local et de se dire, comme on se le dit avec les élus qui nous accompagnent, que ce logiciel doit être, il faut penser environnement tout le temps, partout, quoi. Toutes les décisions qu'on prend, les siennes au quotidien, à sa manière. C'est le principe du petit colibri quechua. Vous savez, le petit colibri qui va déposer une goutte d'eau sur le feu de la forêt amazonienne, mais c'est le même principe. Il ne faut pas lâcher à sa dimension personnelle, mais aussi dans sa dimension collective. Et toute décision doit être imprégnée aujourd'hui de cette pensée santé-environnement, bien-être, santé-environnement. Donc je pense que c'est vraiment absolument fondamental et je pense que l'espoir viendra de là, enfin l'espoir est là. Je ne veux pas utiliser ni le conditionnel ni le futur. L'espoir est là parce qu'on a pu démontrer que ça peut se faire. Donc, malgré toutes les embûches, les difficultés, ça peut se faire. Et c'est un tout petit, très humblement, toute humilité, c'est une toute petite pièce du puzzle, mais ça ne fait rien. Elle est là et elle peut donner un sens nouveau aux engagements qu'on a tous pris, puisque vous ne seriez pas là si vous ne les avez pas pris. Donc, merci Marine, merci à tous. Merci aussi à ceux qui nous accompagnent. Merci, mon président de conférence Didier, je te rends hommage parce que tu y as cru et c'est important que notre président nous a accompagnés. Merci Agnès, merci Madame la Ministre. Vous êtes là et avec votre cabinet. Enfin, les ministres sont là. Je pense que c'est un symbole très important pour que ça marche. Merci à tous. Bien, mesdames et messieurs, c'est en février 2020, puis en mars 2021, que la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui était donc Frédérique Vidal, à l'époque, a écrit à Jean Jouzel. Donc Jean Jouzel, c'est un climatologue fameux par ses travaux scientifiques. C'est un des premiers qui a montré le lien entre l'évolution de la composition chimique de l'atmosphère et la température à l'échelon planétaire. Et c'est aussi, peut-être surtout, j'ai envie de dire pour aujourd'hui, quelqu'un qui s'est engagé très très tôt dans le combat pour la lutte contre le changement climatique. Donc la ministre a écrit à Jean Jouzel, il lui a demandé de présider un groupe de travail qui était chargé de réfléchir et de faire des propositions concernant la sensibilisation et la formation de l'ensemble des étudiants de notre système d'enseignement supérieur aux grands enjeux de la transition écologique. Il y a dans cette phrase 3 mots qui me paraissent très lourd de sens. Formation, il ne s'agit pas de sensibiliser, il s'agit de former. Donc, ça veut dire que ça rentre quelque part dans le parcours qui permet d'obtenir un diplôme. L'ensemble des étudiants, donc 100% des étudiants, quel que soit leur domaine de spécialisation. Et grands enjeux de la transition écologique, peut-être le concept le plus récent et le plus transformant quand on parle de questions d'environnement. Donc, il y a eu 2 rapports. Le deuxième a été remis en février 2022 et la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur a repris le flambeau, Sylvie Retailleau, et est actuellement, comme ça a été dit précédemment, en train de déployer une politique effective de mise en œuvre, une traduction opérationnelle d'une partie de ces recommandations. Alors, parmi les recommandations majeures de ce rapport,
Il y en a 3, je crois, qui trouvent un écho particulier par rapport à cet après-midi. La première de ces recommandations, qui était d'ailleurs parfaitement calée sur la demande de la ministre, c'était que tous les étudiants, encore une fois, quel que soit leur parcours de formation, puissent bénéficier d'un socle commun de connaissances et de compétences. Connaissances, c'est facile à voir. Compétences, c'est peut-être un peu plus difficile à organiser. Manière de raisonner, etc. Donc, un socle commun de connaissances et de compétences sur la transition écologique. Et dans ce rapport, on s'est permis, c'est un des rares endroits où on s'est permis ça, d'être un peu plus précis en termes quantitatifs. On a proposé que ce module, finalement, ce socle commun, soit abordé entre la 2e et la 3e année, selon les situations des établissements, et puis qu'il soit formaté, que l'objectif à atteindre, finalement, c'est 3 crédits, alors, 3 ou 6 crédits en réalité. Alors 6 crédits, ça paraît beaucoup, mais si vous raisonnez sur 3 années de licence, 180, ça fait 6 sur 180, ça fait un effort quand même assez raisonnable compte tenu des enjeux. La deuxième recommandation, c'est de faire en sorte que les étudiants qui sont engagés déjà, et on l'a dit, cette initiative a vraiment été poussée par le monde étudiant, que les étudiants fassent partie du processus finalement de conception et de mise en œuvre de ces formations à la transition écologique. Et ce qui nous a été rappelé précédemment montre bien que là, on a un bel exemple finalement d'association entre cette pression étudiante qui est très forte par endroits et puis les structures, en l'occurrence la conférence des doyens de faculté de médecine qui a accompagné ce processus. Et puis la troisième recommandation, c'était qu'il fallait sortir au fond de ce qui existait déjà, c'est-à-dire des initiatives d'individus ou de petits groupes par-ci par-là qui déjà faisaient ce travail pour enclencher des formations à la transition. Donc faire de ça une politique d'établissement. Et là, finalement, le résultat est là, c'est-à-dire qu'on a une politique nationale. Alors c'est un petit pas, certes, c'est un premier petit pas, mais on est dans la bonne direction et c'est de dimension nationale, ce qui est un petit peu exceptionnel, il faut le souligner. Donc on voit bien là qu'on passe effectivement à quelque chose qui devient assez fondateur dans la manière dont on voit la formation de nos étudiants. Donc si je suis bien informé, mais vous me corrigerez si je dis une bêtise, apparemment une 31 facultés de médecine sur 36 aujourd'hui sont dans le processus finalement de proposer ça et de rendre ce module obligatoire finalement à leurs étudiants de 2e et 3e année. Donc finalement, on peut dire qu'une étape vraiment importante est en train d'être franchie, puisque l'objectif, c'est de permettre à tous les étudiants et donc tous les futurs citoyens d'être dotés des moyens, quelle que soit leur profession future, dotés des moyens donc d'imaginer, de construire et de mettre en œuvre les transformations de nos trajectoires de développement, qui sont aussi sont tout à fait inévitables et qui représentent un défi intellectuel majeur qui ne pourra fonctionner, comme c'était dit précédemment, que si tout le monde s'y met. C'est un défi monstrueux, mais c'est aussi une période de créativité à laquelle on est invité. Donc, franchement, au nom du groupe Jouzel, finalement, on se dit qu'on a peut-être un tout petit peu participé à ça, mais en tout cas, c'est une très belle étape. Et bravo pour avoir fait ce travail. Et bravo en particulier à Marine, bien entendu. Merci. Madame la ministre, Madame la présidente, chers collègues, mesdames, messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, je dirais simplement que le projet qui est présenté aujourd'hui, il est innovant et il est exemplaire. Il est exemplaire à mes yeux parce qu'il est né des étudiants de France, et il est aussi porté par une étudiante qui était chef de clinique, Marine. Et il est exemplaire en ce sens qu'il doit nous amener à considérer dans les facultés qu'il faut inciter ce genre de démarche. C'est-à-dire qu'une approche bottom-up, en quelque sorte, est totalement contributive, enrichissante pour la formation médicale en santé. C'est un vrai modèle, et la proposition qui a été portée par les étudiants et par Marine a eu tout de suite le soutien de Jean, de d'autres collègues, et puis de la conférence des doyens qu'on peut remercier, puisque de façon unanime, l'ensemble des facultés
ont décidé de financer ce modèle. Je crois qu'au-delà de ce module, on voit bien qu'il y a là un exemple qui pourrait servir pour d'autres initiatives étudiantes, dans d'autres domaines, qu'il s'agisse par exemple des enjeux des territoires, qui est un enjeu important dans les années qui viennent, des enjeux de la responsabilité sociale et d'équité des chances, où là les étudiants sont également fortement porteurs de propositions. Parce que ce qui me frappe en tant que doyen, c'est que la génération aujourd'hui qui rentre sur les bancs de nos facultés sont des étudiants qui sont en attente de valeurs et qui sont eux-mêmes porteurs de valeurs. Et que notre rôle à nous, c'est de les accompagner. Et je voudrais finir là-dessus pour vraiment remercier Marine et dire combien Marine est généreuse dans son approche. On est aujourd'hui à la Sorbonne. Vendredi, elle est à la faculté pour organiser les fresques du climat avec les étudiants de la faculté, ainsi que d'autres projets, comme par exemple revégétaliser le campus de Lyon où il y a énormément de béton. Et donc, notre rôle à nous, c'est celui de Coenzyme pour accompagner intelligemment, humainement, ces initiatives remarquables. Merci. Merci pour vos interventions. Merci, professeur Sibilia, professeur Rod, monsieur Abadi. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec les objectifs donc, de ce module. L'idée, donc on va rentrer là on va faire le tronc de l'arbre, c'est d'avoir une vision d'introduction en fait à la médecine et à la santé environnementale. C'est pas d'être exhaustif, mais c'est d'apporter les bases suffisantes pour développer une nouvelle manière d'appréhender les choses, à la fois en tant que professionnel, futur professionnel de santé et que citoyen. Donc, on l'a vu tout à l'heure, une des difficultés est que le domaine de la santé environnementale est complexe. Et pour cela, nous avons besoin de nous interconnecter avec les autres disciplines. Donc, il faut vraiment jouer sur la multidisciplinarité. Il faut, bien sûr, comprendre les enjeux, comprendre l'écologie en tant que science et non pas en tant que débat politique, et adopter un nouveau regard sur le monde pour réintégrer l'humain au cœur de son environnement. Et pour ça, on a adopté plusieurs visions. Une vision systémique, pour comprendre que tout est interconnecté, une vision désanthropocentrée pour réintégrer l'homme au sein de son environnement, une vision évolutive et une vision nuancée et complexe. Il ne s'agit pas de rejeter tous les outils qui nous ont permis au développement de la médecine moderne, etc., mais d'intégrer le tout dans une vision plus nuancée et une vision transdisciplinaire et multi-échelle. Juste un mot sur le nom de notre module, médecine et santé environnementale. On aurait pu aussi l'appeler médecine globale, mais il a fallu faire un choix. Donc, je voulais revenir juste sur la chronologie des événements. Donc, nous, on s'était quittés, comme je vous ai dit, là, le 4 février 2022, quand je suis venue représenter le projet en conférence des doyens. Et donc, il a été validé. Ensuite, il a fallu valider le programme, recruter les professeurs. Et depuis septembre, nous avons réalisé et tourné les vidéos, travaillé sur la plateforme, pour pouvoir lancer le module le 1er février ce jour. Et donc, un timing, vous voyez, un peu serré, mais on est content d'avoir tenu ce pari. Nous allons, avec mon collègue Raphaël Gutière, vous présenter le module et la plateforme. Donc, le module, on a essayé de faire quelque chose de court pour que ça puisse devenir à terme obligatoire. Donc, 6 heures de vidéo. Et en fait, c'est 20 vidéos de 15 minutes chacune. Donc, c'est vraiment une introduction à la médecine et santé environnementale, comme je vous le disais. Donc, c'est destiné aux étudiants les plus jeunes, donc 2e ou 3e année, en suggestion donc, de le rendre obligatoire, pour certaines facultés au sein du service sanitaire, et à terme, à étendre aux autres filières du soin que ça concerne aussi. Donc, on l'a mis en place avec le professeur Rod et le professeur Sibilia et dans le comité pédagogique pour m'aider à construire tout ce module. J'ai eu la chance de travailler avec Raphaël Gutière, qui est chercheur, qui a fait une thèse de sciences en écologie et en biogéochimie. Et donc, nous aussi, on avait une complémentarité d'approche entre un chercheur, un médecin. Et on s'est entouré d'étudiants pilotes et d'étudiantes pilotes pour nous aider à construire ce module, pour savoir ce qu'elle et il en pensaient, pour valider le programme. Donc, les voici. On en reparlera un peu après. Donc, 4 étudiantes de Lyon-Est, 2 étudiants de Sorbonne Université et une étudiante de Paris-Cité. Durant toutes les interventions et les tournages de vidéos, on a réalisé des interviews des intervenants
Et comme vous pouvez le voir ici, dans la salle du Conseil de la Faculté de Lyon, une étudiante, Noémie, qui interviewe un intervenant. Je laisse la parole à Raphaël. Merci Marine, bonjour à toutes et tous. Comme vous l'a expliqué Marine, on s'est appliqué à développer différentes visions pour ce module qu'on a essayé de distiller, de décliner dans les différents blocs qui structurent le module, comme vous pouvez le voir ici, et donc qui ont nécessité la participation d'environ 34 intervenantes et intervenants que nous tenons évidemment à remercier grandement pour leur participation et nous avoir dédié ce temps précieux pour réaliser ce module. Alors, avant de rentrer plus en détail dans la structure du module, je vous propose de regarder une première vidéo. Alors, rassurez-vous, même si on a très envie de vous présenter les 6 heures du module ici, on va se limiter à 2 petites vidéos aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une intervention de Dominique Bourg, qui est professeur de philosophie et sciences de l'environnement. Elle a été réalisée avec la chaîne YouTube DataGull, que nous remercions pour ce partenariat, et en particulier Hervé Jacquet. Et donc, dans cette vidéo, à chaque fois qu'une thématique du module est traitée, vous pourrez voir s'afficher les références aux différents cours en question du module avec le nom des intervenants. Le drame des questions environnementales, c'est que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, on ne peut pas les percevoir avec nos sens. Qu'on ait perdu la moitié des mammifères, des oiseaux, des poissons entre 1970 et 2010, je ne peux pas le savoir. Que le rythme d'érosion de la biodiversité s'accélère, je ne peux pas le savoir. Nos sens ne nous disent rien sur les problèmes d'environnement. Et ça, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on réagit aussi peu. On a tendance à réagir, on va se bouger quand on est confronté à un danger immédiat qu'on perçoit bien avec nos sens. Et là, ce n'est pas le cas avec l'environnement. Si je n'étais pas né, ça ne changerait rien. Donc comment puis-je me sentir responsable? Puisqu'en fait, si je n'avais pas existé, la situation serait la même. Ça, c'est aussi le piège environnemental. Nous avons produit des difficultés auxquelles, en quelque sorte, l'évolution ne nous a absolument pas préparés à réagir. Le fondement du contrat social, bien, c'est que chacun puisse produire tranquillement le plus possible et ensuite jouir tranquillement le plus possible des fruits de sa production. On s'est mis à penser que le seul moyen d'accomplir son humanité, de la développer, c'était de consommer. Et ça a très très bien marché. Et aujourd'hui, ça marche beaucoup moins bien. Quand on parle d'économie, quand on parle de gestion, quand on parle de construction, quand on parle d'agriculture, eh bien ça a un impact sur le système Terre. Et donc on ne peut plus séparer les questions comme on le faisait. On ne peut plus séparer société, on ne peut plus séparer nature. Et on va devoir faire de la politique autrement. La politique, ça ne pourra plus être les petits intérêts des uns contre les autres. Si on voulait que nos structures politiques soient à même de répondre, il faudrait qu'elles soient capables d'imposer aux grandes multinationales, notamment qui exploitent le pétrole, comme nous le demande le GIEC, de laisser 80% des fossiles accessibles sous le sol. Du jour au lendemain, si on les laisse, c'est à peu près 30 000 milliards d'actifs qui disparaissent. Ça fait une trentaine d'années, disons 4 décennies pratiquement, que nos systèmes politiques ont réduit la fonction de l'État à un facilitateur du commerce international. Comment voulez-vous qu'un facilitateur du commerce international prenne à bras-le-corps ces questions climatiques? Regardez, en même temps que l'on prétend négocier la COP21 à Paris, enfin négocier le changement climatique, en même temps on fait tout pour accroître les échanges entre les deux rives de l'Atlantique, alors que c'est totalement contradictoire avec la lutte réelle contre le changement climatique. On va continuer, on va avoir des difficultés de plus en plus lourdes. Et puis finalement, la petite minorité de la société qui repose les vraies questions, elle finira par se faire entendre. Et de façon plus large, on sera bien obligé de reposer des questions fondamentales. Qu'est-ce qu'être un homme? Qu'est-ce que vivre ensemble? Qu'est-ce que la justice? On serait bien obligé de se reposer ces questions. Il fallait produire, changer le monde. Eh bien, peut-être qu'il faudra réapprendre aussi à le contempler. Il y a une multiplicité d'initiatives, alors des villes en transition, des éco-villages, des Fab Lab écolo. Donc il y a énormément d'acteurs qui
entreprennent des expériences de ce genre-là. Il y a même une espèce d'ébullition aujourd'hui. Une des valeurs qui a le vent en poupe dans ces milieux, c'est une forme de sobriété volontaire. C'est assez étonnant, mais on voit bien qu'il y a une vague de fond, même si elle reste minoritaire, qui est en train de faire que les gens commencent à voir effectivement qu'on est à une charnière, qu'on est en train de changer de civilisation, qu'on va bouger, qu'on va glisser, et que ceux qui tiennent à l'ancien monde, alors eux, ils vont employer tous les moyens pour qu'on ne parvienne pas à changer ce monde. Après cette vidéo d'introduction, on va rentrer donc dans le vif du sujet et vous parler en fait de notre programme. Donc le premier bloc, c'est un bloc qui s'attache à parler des approches de la santé, notamment les approches qui sont non anthropocentrées, donc non centrées sur l'être humain, en réintégrant la nature et l'ensemble du vivant quand on parle de santé humaine. Pour cela, on a une première vidéo d'introduction qui brosse l'histoire de la santé humaine depuis le néolithique pour comprendre toutes les variations de l'espérance de vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans le bloc B, nous avons traité des liens multiples et complexes entre la santé et les différentes dimensions de l'écosystème, dont les limites planétaires. Donc l'idée était de pouvoir retracer le caractère inédit de la crise environnementale actuelle à l'échelle des temps géologiques, pour commencer. Et ensuite, nous avons traité des aspects d'énergie, de climat, de fonctionnement des écosystèmes, de biodiversité, d'émergence des pandémies, évidemment, de ressources en eau, etc. Et avec Marine, on s'est appliqué particulièrement à essayer de traiter les liens dans les deux sens, c'est-à-dire, par exemple, pouvoir traiter à la fois l'impact du dérèglement climatique sur notre santé individuelle, mais aussi sur l'ensemble du système de santé, mais aussi l'impact de notre système de santé sur le système climatique lui-même. Dans un bloc C, nous avons essayé d'interroger les liens entre environnement, santé et société. Et donc, on a commencé avec l'évolution philosophique de notre rapport à la nature, interroger notre rapport au progrès et à l'innovation. Et le concept de causalité et sa complexité, notamment dans le domaine de la santé publique et environnementale, avec des aspects d'épidémiologie, et notamment le principe de précaution. Et on a fini par l'approche systémique pour nous permettre d'aborder ces enjeux, pas seulement au niveau des symptômes, mais également à la racine du problème. Donc, une fois qu'on a tous ces constats, il faut voir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc, c'est le bloc D, levier d'action, qui a été particulièrement demandé par les étudiants. Et donc, dans ce bloc levier d'action, on va voir les différents niveaux d'action à l'échelle individuelle, mais aussi collective, en tant que citoyen et aussi en tant que futurs soignants. On est parti de la réduction technique de l'empreinte environnementale pour arriver en fait à différentes propositions d'avenir souhaitables et soutenables et à différentes approches de la médecine, comme par exemple la médecine préventive. On a fait ce bloc majoritairement sous forme de table ronde pour incarner une diversité de profils, une diversité de parcours et de points de vue dans les différentes questions traitées. Et enfin, pour conclure ce module, et face à tous ces constats qui y sont dressés, la dernière vidéo a été faite avec un docteur en neurosciences et psychologue clinicien et qui nous permet de comprendre les difficultés individuelles et collectives à changer et à amorcer ces changements malgré la compréhension des enjeux et de l'urgence de la situation. Et donc, l'idée de ce module était de donner les clés pour faire évoluer aussi bien les pratiques individuelles, mais aussi le système de santé dans son ensemble, de s'interconnecter avec d'autres disciplines, comme ça a déjà été dit dans les précédentes présentations, et éventuellement aussi que les acteurs de santé eux-mêmes deviennent des acteurs de sensibilisation auprès de la population. Alors, comme on l'a déjà évoqué, donc le module a été conçu avec la participation d'étudiantes et d'étudiants, et notamment afin de nous assurer qu'on répondait bien aux attentes de ce public qui est prioritairement visé par ce module. Et donc, avant de passer aux modalités pratiques, on vous propose de découvrir leurs témoignages dans une deuxième petite vidéo, et ce sera la dernière, et qui se retrouve également dans le module et sur le site de l'UNES.
moi je suis Noémie, je suis en 5e année de médecine à Lyon. Je m'appelle Léonore et je suis étudiante en médecine à Paris. Je m'appelle Mathilde et je suis en 5e année de médecine à Lyon. Moi c'est Léna, je suis actuellement en 5e année de médecine. Je m'appelle Ella et je suis en 3e année de médecine à Lyon. On est tous étudiants, on sait tous que les études, notamment les études en santé, sont vraiment prenantes, difficiles, longues, déprimantes parfois. Et donc vraiment la dernière chose qu'on voudrait, c'est de rajouter une UE, enfin flemme quoi. Mais franchement, à mon sens, cette UE est vraiment fondamentale pour nous en tant que citoyens, mais aussi pour notre future pratique. Il y a aujourd'hui une prise de conscience de ces enjeux environnementaux, mais ils semblent encore parfois trop lointains, trop abstraits pour beaucoup. Et pourtant, ils ont un réel impact sur notre santé et ils touchent tout le monde. Depuis le début de mes études, je me demande si celle-ci nous prépare à la médecine de demain. Franchement, j'ai pas l'impression. Aujourd'hui, nous savons que l'environnement a un impact majeur sur notre santé, que ce soit la pollution qui entraîne des cancers comme la prostate, les poumons, des troubles respiratoires ou des maladies neurodégénératives comme Parkinson. La perte de la biodiversité multiplie les zoonoses, sans oublier l'impact majeur de la nutrition sur toutes les maladies chroniques. Avec les bonnes connaissances, nos futurs médecins pourront ainsi prévenir, sensibiliser et prendre en charge le patient dans sa globalité, tout en étant des citoyens alertes et moteurs dans la recherche de solutions. Cette UE me paraît fondamentale parce qu'on sait que dans 20-30 ans, si on ne réduit pas considérablement nos émissions de carbone, la situation va être catastrophique. On a encore une fenêtre de tir, donc il faut qu'on agisse maintenant. Et parce que la pratique et notre rapport à la médecine a beaucoup évolué depuis des siècles, on est devenu complètement déconnecté des enjeux environnementaux. Aujourd'hui, l'hôpital, c'est une institution qui pollue énormément. Et il faut absolument qu'on se forme maintenant pour changer les choses rapidement. Je sais qu'on a beaucoup de problèmes, l'internat à gérer, qu'on est obnubilé par d'autres problèmes dans la vie quotidienne. Mais le truc, c'est qu'on ne peut plus se permettre d'attendre 5-10 ans pour changer les choses et il faut agir maintenant, quoi. C'est pour cela qu'il m'a semblé intéressant d'intégrer ce module dans les études de médecine et que j'ai choisi de m'impliquer dans ce dernier. Cette UE était une bouffée d'air frais pour nous étudiants. Elle nous a permis de nous informer et de questionner nos habitudes quotidiennes. Et vraiment, pour moi, personnellement, elle m'a permis d'avoir des evidence-based informations pour pouvoir vraiment agir à mon échelle et réfléchir à comment je pourrais agir lors de ma future pratique. Le fait que je ne retrouvais pas totalement un fil conducteur entre ce que je voulais être moi demain, plus tard, et vraiment ce qui se passait dans ces études, je pense que c'est ce qui m'a poussée et ce qui m'a décidé aussi à un moment donné faire une pause. Je suis partie voyager et je me suis rendu compte un peu qu'en changeant d'échelle, il se passait plein de choses dans ce monde actuellement. Il y avait vraiment des choses que quand on est ancré dans nos études, quand on est dans notre quotidien là actuellement d'étudiants, alors on voit que ça. Et prendre du recul, ça permet vraiment de se demander en fait c'est quoi qu'on veut pour demain, c'est dans quel monde on a envie de vivre. Et quand je suis revenue dans les études, que j'ai repris cette faculté, je pense que tout avait changé pour moi et que je ne me vois pas demain être un médecin qui n'est pas conscient des enjeux, qui n'est pas porteur de cette parole. Et je pense que je ne me vois pas être un médecin qui ne ferait pas avancer la médecine sur ce chemin-là. Je pense que je vois l'arrivée de ce module comme une source d'espoir, comme un soulagement quelque part, que ça vienne enfin s'ancrer dans cette pratique. J'ose espérer que ça va permettre de recréer un lien entre ce métier et nous permettre d'être et médecins et en parallèle d'être citoyens du monde. Merci pour vos témoignages. Merci aussi à Léon Stéphanie qui n'a pas pu venir le jour de la vidéo et à Lauriane Dizola qui nous a aussi accompagnés tout au long du module. Donc maintenant, on rentre dans les modalités. Comment ça va marcher? Donc, on a développé le module sur la plateforme de l'UNES. C'est pour ça je remercie l'accompagnement du professeur Palombi. Je remercie l'aide d'Agatha Urbandic, ingénieure pédagogique à l'UNES, qui est encore là en train de travailler sur la plateforme. Je remercie aussi Cécile Chenavas de la faculté Lyon 1, qui est ingénieure pédagogique, qui nous a gentiment aidé à améliorer aussi la plateforme. Donc, l'étudiant va faire les vidéos successivement, il va aller de bloc en bloc. Et en fait, après chaque vidéo, il a un QCM. Et donc, il doit avoir bon au QCM pour passer à la vidéo suivante et ainsi de suite, de bloc en bloc. Donc, c'est une progression linéaire.
Une fois qu'il a eu tout le module, il a accès à l'attestation de réussite et vous, pour les facs, vous pourrez récupérer la liste des étudiants qui ont eu cette fameuse attestation de réussite. Au début et à la fin du module, l'étudiant est soumis à un questionnaire dont Raphaël vous reparlera juste après. Donc, c'est un module clé en main, c'est-à-dire que vous pouvez le déployer au niveau de votre fac et l'étudiant va tout faire. Il y aura aussi le tuto, etc. Ce sera tout expliqué. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi faire un enseignement en hybride avec des sessions en présentiel. Et on vous encourage parce que je pense que les étudiants ils ont aussi envie d'avoir un petit peu d'hybride. Et si vous voulez aussi l'étendre à d'autres publics, à des étudiants plus âgés, au personnel de la faculté et aux enseignants, comme ça nous a été demandé par exemple à Grenoble, c'est aussi possible. Il faut juste qu'on voit nous en interne comment on fait sur la plateforme. Donc, ce module se présente comme ça au niveau de la plateforme. Donc, l'étudiant rentre dans un bloc, il a les objectifs du bloc. Puis après, chaque chapitre vidéo, chaque chapitre de cours s'articule comme ça. Donc, vous avez le titre du cours. Ensuite, vous avez différentes activités. Celles qui sont notées par une astérisque sont obligatoires à réaliser. Donc, il est obligé de regarder le cours, du moins de cliquer dessus. Il est obligé de noter, mais c'est une note rapide avec un système d'étoiles. Et après, il y a le fameux QCM dont je vous ai parlé. Ça permet de vérifier qu'il a quand même regardé la vidéo pour passer au chapitre de cours suivant. Parfois, ça ne sera pas des QCM, ça sera d'autres méthodes d'évaluation dont Raphaël aussi vous parlera. Donc, quand il clique sur le cours vidéo, voilà, vous avez la miniature avec la description un petit peu du cours et des intervenants. Et s'il double-clique sur le cours, il est renvoyé sur notre chaîne YouTube, enfin sur la vidéo sur YouTube. S'il veut, par exemple, la partager, elle est en non référencé. Donc, nos vidéos, donc tout l'aspect pratico-pratique, là, elles ont été tournées à Lyon-Est, dans le studio, enfin, la structure ICAP avec le studio CK. On remercie du coup toute la structure ICAP qui nous a accompagnés et particulièrement Julien Manganoni qui est là aujourd'hui. Donc voilà comment se présente le studio. Les intervenants venaient, on les a fait venir un peu de toute la France pour la plupart. Ils venaient tourner leurs vidéos. Voici le rendu final. Donc vous avez la diapositive sur la partie droite et la vidéo de l'intervenant sur la partie gauche. Mais on a aussi une diversité de formats, avec ici Marc-André Sellos qui est spécialiste de la biodiversité des sols, qui nous a proposé plutôt de faire la vidéo dans le jardin de la faculté, ce qu'on a fait avec plaisir. Et on a aussi réalisé des tables rondes, comme je vous le disais. Là, c'était dans la salle du Conseil de Lyon, avec les personnes du studio CAP qui sont en pleine action, comme vous le voyez. Il y a certaines vidéos qu'on n'a pas pu faire à Lyon pour des raisons logistiques. Et donc, on a tourné à Paris. Et donc, il a fallu qu'on ait un autre format. On y reviendra tout à l'heure, mais vous voyez, c'est un petit peu différent, ce qui n'est pas plus mal, ça change un peu. Donc, comme vous l'a dit Marine, sur cette progression du module, on a donc une progression linéaire qui est encadrée par deux questionnaires, un questionnaire d'introduction et un questionnaire de conclusion, qui servent notamment d'évaluation finale pour le module. Et donc, l'idée de ce questionnaire avant-après, c'est de pouvoir mesurer l'impact qu'aura eu ce module sur les étudiants. Et pour ce faire, on l'évalue selon 3 dimensions. Donc, la dimension cognitive, c'est-à-dire simplement l'acquisition des connaissances, la dimension affective, donc l'évolution des réponses émotionnelles relatives aux questions environnementales, et aussi la dimension conative, et donc les dimensions en termes d'intention comportementale, aussi bien pour le comportement, on va dire, personnel, privé, que le comportement professionnel. Et donc, pour faire ce questionnaire, on s'est entouré de David Védis, avec qui on a établi une collaboration et qu'on remercie beaucoup pour son implication, et qui est professeur en psychologie sociale et expérimentale, et qui nous a aidés à éliminer un maximum de biais dans cette étude et à nous appuyer sur l'état des connaissances actuelles et la littérature scientifique. Et donc, l'objectif de ces données, ce sera ensuite de pouvoir être valorisées, éventuellement publiées, pour pouvoir servir d'appui pour d'autres secteurs de santé et plus généralement pour d'autres domaines d'enseignement supérieur, je pense, y compris à l'international. Alors, comme vous le disait Marine, on a d'autres types de modalités de validation des cours, et notamment, on a créé des ateliers interactifs en partenariat avec la Fresque de la biodiversité, qu'on remercie. Et donc, l'idée de ces ateliers, qui sont pour le moment au nombre de 2, mais il y en a d'autres qui sont encore en cours d'élaboration, c'est de pouvoir faire comprendre les liens complexes entre la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes, nos actions et notre santé. Et donc, le système est simple. Les étudiants disposent de cartes et de symboles. Et l'idée, c'est de recréer une fresque avec les différents liens et impacts entre les différents éléments.
Pour embellir l'expérience utilisateur, on a eu la chance de s'entourer de partenaires artistiques. Donc, je remercie tout particulièrement Kamel Menour, qui est présent ici. Merci pour ta présence, qu'on ne présente plus dans le milieu des galeries d'art contemporain à Paris. Je remercie à ce titre aussi mon père pour la mise en contact, puisque c'est une connaissance professionnelle depuis de longue date. Donc, Kamel a pu nous mettre en contact avec Hicham Berrada. Hicham Berrada, c'est un artiste contemporain qui mêle l'art et la science. On peut le nommer d'artiste laborantin. Et en fait, il fait des tableaux chimiques qu'il réalise à l'aide de ses connaissances scientifiques, comme vous pouvez le voir ici. Donc, en fait, il nous a permis d'utiliser ces œuvres vidéo, et que vous les avez sûrement vues au début et à la fin de chaque vidéo. C'est pour encadrer nos vidéos, pour faire notre jingle. Donc, voilà des petits screenshots de ce que vous n'avez pas tout vu. Et vous avez vu, par exemple, la dernière. Parce que chaque bloc a une vidéo personnelle. Pour notre identité sonore, on a eu le plaisir de travailler avec Pierre-Antonin Rigon, ou Herman, qui, en plus d'être interne et docteur junior en néphrologie à Marseille, occupe une partie de son temps libre pour faire de la composition musicale. Et donc, il nous a fait un titre qui s'appelle Slow Down, que vous avez aussi entendu au début et à la fin de la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver sur SoundCloud et bientôt sur Spotify. Pour les vidéos qui ont été tournées à Paris, on avait besoin de les habiller d'une manière un peu différente et de faire des animations. Et on a eu la chance de travailler avec Johan Benedetti, donc, qui est toujours derrière sa caméra, comme vous pouvez le voir sur ses photos ou même aujourd'hui ici. Donc, voilà, par exemple, des animations comme qu'il a pu réaliser là en haut à droite, d'autres animations pour illustrer cette alpiniste d'Île-de-France. Voilà encore une autre animation. Pour notre invitation à la cérémonie, on tenait à avoir une image qui illustrait le lien entre la nature et la santé humaine. Et donc, je remercie Bastien Cural de nous avoir fait ce collage artistique qui s'appelle Greenshot. L'aide technique, en fait, il y a certaines vidéos, comme je vous dis, qu'on a dû tourner à Paris, ce qui n'était pas prévu au début, donc on a dû trouver des plans B. On remercie Anatole Chouard pour son accueil dans son studio d'enregistrement. On remercie Alain Toledano pour l'accueil aussi à l'Institut Raphaël, puisqu'on a tourné 3 vidéos là-bas. Et le professeur Rioux qui vient de nous quitter, mais pour faire son accueil au service pédagogique numérique de Sorbonne Université. On a tourné 2-3 vidéos aussi ici. Voilà, on a pu se rattraper comme on a pu. Alors, le déploiement du module, on vous l'a dit, il a déjà été lancé à Brest et on a déjà une 50aine d'étudiants qui l'ont terminé. Il y a certains retours d'étudiants qui ont été imprimés et affichés dans le hall. Donc, je ne sais pas si vous les avez regardés, mais je vous laisse les regarder tout à l'heure, sinon, qui sont assez encourageants, donc on est content. Dans la suite, il va être déployé dans les semaines et jours à venir à Paris-Cité, à Saint-Étienne, à Grenoble et Nice. Donc là, c'est pour les premières facs qui le font. Et puis, le reste des facs, normalement, on va le faire à la rentrée prochaine. On vous invite donc à vous rapprocher de nous avec Raphaël et avec Agatha pour le déployer. En fait, on le déploie dans chaque plateforme de chaque faculté et pour vous accompagner à répondre à vos besoins. Alors, pour reprendre un petit peu la perspective globale de la démarche, donc ce module numérique d'introduction est une première étape, c'est le niveau 1. L'idée, c'est de pouvoir l'étendre aux autres filières de soins, comme ça a déjà été évoqué, et éventuellement, une fois qu'il aura déjà été bien éprouvé avec cet usage étudiant, l'étendre à certaines formations continues qui nous ont déjà sollicité. Ensuite, on a un deuxième niveau, et l'idée, ce sera de développer des yeux d'approfondissement hybrides dans chaque faculté, plus développés et plus adaptés à chaque filière. Et à ce titre, le module d'enseignement déjà monté par Marine à Lyon constitue un très bel exemple de ce à quoi ça pourra ressembler. Alors évidemment, comme on l'a déjà dit, l'idéal sera d'atteindre un stade où tous ces modules seront obsolètes et où en fait tous ces enseignements intégreront directement ces enjeux. Mais avant d'en arriver là, il faut évidemment y aller pas à pas et avec ces étapes intermédiaires notamment, dont nous pouvons une fois de plus nous féliciter collectivement aujourd'hui. Alors avant de laisser la parole à Marine, je tiens à proposer quelques remerciements. Déjà tout d'abord à mon institut qui m'a soutenu pour réaliser ce projet. Un immense merci à la conférence des doyens de médecine qui nous ont donné l'occasion de travailler sur un projet aussi inédit, beau et ambitieux. Et des remerciements tout particuliers à mon ami et désormais collègue Marine Sarfati pour m'avoir embarqué dans cette aventure aussi intense qu'épanouissante. Merci beaucoup.
Merci Raphaël. À mon tour de faire quelques remerciements. Donc, bien entendu, je remercie la conférence des doyens pour leur confiance. Merci au professeur Rod, au professeur Sibilia, sans qui le projet ne serait pas né. Merci à Gilbert Vincente qui vient aussi nous quitter, mais je tiens à le dire, il a une efficacité qui défie toute concurrence. Donc, merci pour son aide dans l'organisation aussi de cette cérémonie. Merci à la CIDMEF aussi, la Conférence internationale des doyens de médecine d'expression française, qui ont tout de suite soutenu le projet, qui veulent même l'exporter peut-être à l'international. Donc, ça va voir dans un deuxième temps. Merci à Raphaël Gutière pour toute son aide dans ce projet, pour toute la vision que tu as pu apporter, pour toute ta patience, ton calme. Et je pense qu'on était bien complémentaires dans ce projet. Merci à tous les intervenants. Donc, il y a certains qui sont là et je vous remercie de votre présence. Merci de vous être déplacés à Lyon pour certains. Merci pour tous les échanges en off qui ont été hyper constructifs pour nous. Nous, ça nous a permis de rencontrer vraiment des intervenants de renom, des gens qui avaient des façons de penser différentes des nôtres et ça nous a vraiment enrichis. Merci à tous les partenaires et collaborateurs. Et je tiens à remercier aussi des bénévoles qui nous ont aidés dans cette aventure. Adrien David, Naomi Sarfati, Samantha Ramsan, sans qui le projet ne serait pas aussi bien finalisé. En conclusion, ce qui m'a le plus plu quand même quand j'ai réalisé ce projet, c'était déjà de voir qu'autant de personnes étaient mobilisées derrière ces enjeux de la santé environnementale. Autant de personnes avaient contribué généreusement à ce projet. Donc, je me dis, il y a plein de gens qui y croient. En fait, on n'est pas seul à y croire. Et la deuxième chose que j'ai aimée, c'était mobiliser mon énergie, comme vous l'avez vu, depuis 4 ans, 3 ans, 2 ans, etc., sur ce projet, dans le même sens, dans la même direction, puisque finalement, après avoir vu les racines, le tronc du projet, maintenant, on voit qu'aujourd'hui, il fleurit. C'est un petit peu étonnant de voir un arbre fleurir en février, mais finalement, à l'image de cet amandier qui fleurit de janvier à mars. Voilà, je pense qu'on peut se féliciter de cette belle réussite. Et puis, par contre, après les fleurs, moi, j'attends les fruits. Donc, je pense qu'il y aura d'autres projets. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. Je vous remercie à tous et tous de votre attention. Il y avait un temps de questions-réponses si besoin. Mais sinon, on peut directement passer au buffet. On est pile à l'heure. Oui, bonjour. Martin Borsmeyer, je suis du ministère de la Transition écologique. On a eu l'occasion d'échanger, mais très rapidement, avec Marine et Raphaël. D'abord, bravo, hein, je m'associe aux félicitations, notamment parce que vous avez rassemblé des compétences, aussi bien pour les intervenants que pour tous les talents que tu as cités. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Il ne faut pas être trop long, peut-être 3 recos, si vous me permettez. Parce que, comme la ministre l'a dit, et puis Luc aussi, Luc Abadi, en ce moment, on travaille beaucoup sur produire des modules en ligne sur la formation aux enjeux environnementaux. Donc, on commence à voir un peu la portée et les limites. Et donc, 3 recos. Premièrement, sur l'exemplarité. Se manger des vidéos en ligne, vous le savez, c'est pas forcément un modèle de santé globale. Et donc, moi, je trouve qu'un tout petit truc, ça serait rajouter un petit mode d'emploi sur installez-vous bien devant votre ordinateur, faites des pauses, sautiller entre 2 vidéos, et peut-être même, je ne sais pas si Agatha pourrait le faire avec la plateforme, mais bloquer au bout de 30 minutes la formation. Vous avez passé 30 minutes, maintenant vous passez à autre chose. C'est des éléments de santé numérique qui font complètement partie de la santé environnementale, à mon avis. Deuxième élément, sur l'évaluation et l'évolution du coût du produit, l'évaluation cours par cours de chaque vidéo est vraiment quelque chose d'important. Nous, on a des formations en ligne maintenant sur les agents publics et on se rend compte combien,
allez, il faut oser rentrer dans est-ce que cet intervenant a été pertinent, bon, est-ce que c'est passé, ou sinon, eh ben, on passe à autre chose ou on le fait évoluer. Mais cette évaluation vidéo par vidéo me semble vraiment très importante, et surtout pour que les quiz nous permettent de dire qu'est-ce que l'apprenant a compris, qu'est-ce qu'il a vraiment retenu, etc. Et donc, sur la partie approche par compétences, quiz, développement des quiz, c'est un sujet sur lequel on a souvent l'impression que parce qu'on a poussé la vidéo avec le super expert, on a fait le job. Et en fait, en matière de numérique, il y a tellement de pertes en ligne que ce point-là est important. Et puis le troisième élément, mais qui va un peu avec cette question de l'expérience des MOOC. On sait maintenant qu'on a ce que s'appelle un taux d'attrition, c'est-à-dire une perte en ligne des gens qui arrêtent de suivre. Alors là, évidemment, c'est obligatoire. Donc, on se dit qu'on a un public captif. Mais ça n'empêche pas que même si le public est captif, sortir de la forme MOOC, c'est-à-dire multiplier les formats. Alors, vous en avez déjà développé des super, mais multiplier les formats, les infographies, le travail sur des textes, les exercices, etc. Tout ça pour maintenir l'attention de l'apprenant, pour pas qu'on soit justement dans des vidéos à haute dose. Donc, ça n'invalide absolument pas la qualité et le super travail que vous avez fait, mais sur les évolutions possibles, voilà, je voulais faire ces 3 propositions. Merci pour vos remarques. Juste pour rebondir, on a eu les premiers retours d'étudiants de Brest et effectivement, certains disaient que déjà 15 minutes, c'était déjà trop long pour eux. Donc peut-être faire des plus petites vidéos de 5 minutes et de compartimenter les sujets. Je pensais que 15 minutes, ça allait, mais en effet, je pense que pour le numérique, il faut s'adapter. Je me permets de prendre la parole juste pour non pas représenter peut-être la parole des étudiants, mais pour renforcer le fait que c'est extrêmement important pour les étudiants d'avoir des cours en présentiel, même si je soutiens à fond ton initiative et ce que vous avez fait. Mais je pense, je ne sais pas qui prend la décision dans cette pièce, mais que les étudiants ont besoin d'avoir ce module en présentiel et que c'est très important de mettre en place dans les facultés de médecine une formation obligatoire. Et il n'y a pas d'autre moyen de faire rentrer les informations sur le long terme, quoi. Donc voilà, je tenais juste à dire ça. Merci Léonore. C'était aussi les premiers retours d'étudiants de la faculté de Brest. Il y en a qui auraient aimé que ce soit en présentiel, mais ce ne sera pas parfait au début. Pascal Chazrin, Raphaël. Une question pour le choix des experts, ça s'est fait comment? Il y a eu un comité scientifique ou c'est le réseau? Un peu des deux. On a essayé d'identifier les thématiques qu'on voulait mettre en avant. Et après, ça a été les premiers experts qu'on avait en tête sur ces thématiques. On a aussi essayé de prendre des experts bien charismatiques pour que justement les gens ne décrochent pas. Et au niveau de la formation continue, il y a déjà certaines villes qui vont mettre en place pour les médecins seniors ou autres professionnels de santé? Pour l'instant, pas encore. Là, on veut vraiment le déployer pour les étudiants. Et je pense que dans 6 mois, se reposer la question, effectivement. Mais je pense que c'est quand même adapté à la formation continue. C'est vraiment de l'intro.